Depuis plusieurs mois déjà, vous avez sans doute tous constaté que quelques-unes des œuvres les plus insignes des collections médiévales du département des objets d'art avaient quitté les premières salles du département pour toute la durée d'une année scolaire. L'Ivoire Barberini, la statuette dite de Charlemagne, le sceptre de Charles V, l'épée du sacre des rois de France et les autres instruments du sacre ou régalia sont en effet allés rejoindre dans le hall d'exposition de l'aile Richelieu que nous appelons aujourd'hui la Petite Galerie, un portrait de Napoléon par Gérard, lui aussi extrait des salles du département, et quelques autres images et objets symboliques du pouvoir politique, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, réunis pour l'exposition Théâtre du pouvoir, visible jusqu'au 2 juillet. Cette circonstance, très extraordinaire, a permis de mettre en place une opération tout aussi extraordinaire qui a consisté à présenter dans les vitrines provisoirement abandonnées par leurs habitants, au cœur des collections médiévales, 5 reliures parmi les plus précieuses de la Bibliothèque nationale de France. Ces reliures, qui abritent encore chacune un manuscrit, forment un ensemble exceptionnel par leur somptuosité autant que par leur histoire et sont donc venues dialoguer avec les œuvres du département, s'échelonnant depuis le siècle de Charlemagne, qui vient d'être évoqué, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Je tiens à remercier très chaleureusement Charlotte de Noël et Florian Meunier, que vous allez entendre tous deux dans quelques instants, d'avoir réussi à mener à bien cette opération et d'avoir réussi aussi à matérialiser un rêve longtemps caressé par les conservateurs du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale et ceux du département des objets d'art, et puis aussi bien sûr par Isabelle Lemann de Chermont et moi-même. Le plus ancien de ces monuments, celui que nous vous présentons aujourd'hui, sont les évangiles de Drogon, bâtard de Charlemagne, qui fut évêque de Metz de 823 à 855. C'est pour lui, en effet, que fut réalisé le manuscrit, que nous allons donc voir ensemble, qui sera sous vos yeux dans une seconde, et un second manuscrit, tout aussi somptueux, un sacramentaire, le célèbre sacramentaire de Drogon, avec, que vous apercevez ici sur la diapositive, avec les images de la distribution des sacrements et des offices liturgiques qui sont sculptés sur les plaques d'ivoire ajourées qui ornent les 2 plats de sa reliure. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler en introduction que l'épiscopat de Drogon se situe à un moment très particulier de l'histoire européenne. Son père, Charlemagne, mort en 814, a réussi, durant un long règne de plus de 40 ans, à rassembler sous son sceptre la plus grande partie des pays de l'Occident latin. La Gaule, le royaume lombard, conquis en 774, la Saxe, entre 777 et 797, la Bavière, la Carinthie, en 778, en leur ajoutant le royaume des Avares, en 796, puis les marches d'Espagne, et à l'est celle de Moravie, en repoussant les frontières vers l'est jusqu'à l'Elbe, la Croatie et les marches serbes. En l'an 800, à Rome, Charlemagne a reçu la couronne impériale et ressuscité l'idée impériale qui s'était évanouie en Occident avec les grandes invasions de l'Empire romain et la fin de l'Empire d'Occident en 476. En même temps, avait commencé, dans l'entourage de Charlemagne, dans l'entourage du souverain, un véritable mouvement de renaissance intellectuelle et artistique qui s'épanouit au IXe siècle avec ce que l'on appelle la Renaissance carolingienne. La Renaissance carolingienne débute sous le règne de Charlemagne, autour du souverain. Elle se poursuit sous celui de son fils Louis le Pieux, qui règne seul sur l'Empire de 814 à 840, et rayonne dans les différents centres et abbayes, grands centres et abbayes de l'Empire, où se sont installés les proches de l'empereur, Renaissance qui culmine probablement sous le règne de son petit-fils Charles le Chauve. La statuette de Charlemagne du Louvre, que vous connaissez tous, aujourd'hui partie d'ailleurs rejoindre Napoléon à la Petite Galerie, est un des symboles peut-être les plus évidents de cette Renaissance carolingienne, renouant avec le modèle antique de la statue équestre, renouant avec la ronde bosse. Elle provient d'ailleurs, comme notre manuscrit, du trésor de la cathédrale de Metz. Mais dès la mort de Louis le Pieux, les premières difficultés surgissent. Louis le Pieux laisse 3 fils qui se partagent l'Empire et en 843, l'Empire de Charlemagne est divisé en 3 royaumes, 3 entités distinctes. Charles le Chauve, roi de la partie occidentale, la Francia occidentalis, qu'on appelle désormais la France, parviendra cependant entre 870 et 875 à refaire l'unité de l'Empire de son grand-père. Mais cette unité se brise à nouveau à sa mort en 877. En même temps, les invasions normandes, hongroises, contribuent au démembrement de l'Empire de Charlemagne, à la déliquescence progressive du grand mouvement de renaissance intellectuelle et artistique. La ville de Metz
dont vous voyez ici le détail du beau plan relief du début du XIXe siècle, du musée des plans et reliefs, avec une vue de la cathédrale Saint-Étienne, certes un édifice gothique entièrement reconstruit à partir de 1240, est une des villes les plus importantes de l'Empire carolingien. Elle est au cœur, en fait, des régions où se sont imposés les ancêtres de Charlemagne, au premier rang desquels Saint-Arnoux, évêque de Metz, mort en 640 ou 641, ancêtre direct de Charlemagne. Charlemagne enterre sa deuxième épouse, Irmingarde, en 783 à Metz. Louis le Pieux y est enseveli en 840. Metz est capitale de la Francie médiane après le partage de Verdun en 843. Charlemagne y a résidé à plusieurs reprises et Charles le Chauve y ceint la couronne de Lotharingie en 869. C'est dire donc l'importance de cette ville au sein des possessions carolingiennes. Et plus tard, lorsque les souverains ottoniens ressuscitent à leur profit, en 962, l'idée d'empire, l'idée impériale, ils regardent eux aussi avec une attention toute particulière la ville de Metz. Deux des évêques qui se succèdent sur le trône épiscopal entre 965 et 1047 sont des proches d'Othon Ier et de Henri II, en particulier Thierry de Luxembourg, qui est évêque de 1006 à 1047 et qui n'est autre que le beau-frère d'Henri II, le frère de l'impératrice Cunégonde. Le fait est d'autant plus notable que, comme vous allez le voir, l'ouvrage d'orfèvrerie du plat supérieur est un chef-d'œuvre de l'orfèvrerie ottonienne. En effet, le manuscrit tel qu'il se présente aujourd'hui comprend des éléments de plusieurs époques. Vous avez ici, visible, le plat supérieur, avec au centre donc une plaque d'ivoire ajouré, représentant des épisodes liés à la passion, l'arrestation du Christ d'abord, ici le baiser de Judas, l'arrestation, puis le reniement de Saint-Pierre et le Christ devant Pilate, et ensuite la crucifixion. Le tout serti dans une première bordure de plaques d'ivoire ajourées, le tout serti dans une belle et magnifique bordure d'or rehaussée de pierres précieuses et de perles. Si l'on regarde, qui sont de deux époques, donc les ivoires carolingiens et la bordure d'époque ottonienne, chacun de ceux qui vont me suivre y reviendront. Si vous regardez la tranche maintenant de ce manuscrit, vous y voyez ici des cornières ou des éléments de renfort dont le décor, qui est agrandi maintenant, vous montre au centre des roses, entourées de manières de faux filigranes, qui se prolongent par de grandes palmettes en forme d'acanthe. Il n'y a rien là de médiéval, vous vous en doutez bien. Nous sommes au XVIIe ou plutôt au XVIIIe siècle, cela va de soi. En effet, au XVIIIe siècle, le manuscrit a subi une restauration. C'est de cette époque que date donc, c'est au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est donc de cette époque que date le dos avec ses nervures, qui ne sont pas spécialement remarquables, et également le décor du revers, assez simple, des plaques d'argent doré qui forment une bordure sur un velours vert, lesquelles plaques d'argent doré sont travaillées au repoussé ou estampées même plus simplement, avec, vous le voyez, un décor de miroir qui se détache avec des grains sur un fond d'acanthe. Ce décor est assez banal, il faut bien le reconnaître. Les plaques se sont d'ailleurs déformées avec la rétraction des ais de bois. Et c'est un décor néoclassique qu'on peut situer, enfin classique, qu'on peut situer soit au XVIIe, soit au XVIIIe siècle. Cela dit, nous avons la réponse à l'intérieur du manuscrit, lorsqu'on ouvre le manuscrit, puisque vous voyez ici, tout au début, une inscription latine. Vous voyez, tegumenta librorum cruces sacrorum reliquarium tece cuncta, c'est-à-dire toutes les reliures des livres, toutes les croix, toutes les boîtes, tous les reliquaires pour les saintes reliques, ainsi que les vases, etc., ont été restaurés en 1763. C'est donc très probablement de cette année-là que date à la fois la restauration de la reliure et les ornements d'orfèvrerie que nous avons vus. Et si vous vous souvenez du sacramentaire de Drogon que nous avons vu, les ornements présentent également des formes extrêmement proches. Et je remercie Michel Bamnet de m'avoir un petit peu piloté sur ces éléments du XVIIIe siècle. Et puis maintenant, j'ouvre le manuscrit avec la première page et je laisse donc la parole tout de suite à Charlotte de Noël.
parmi les chefs-d'œuvre de l'art carolingien conservés à la Bibliothèque nationale de France, les évangiles de Dogon occupent une place particulièrement importante. Avec ses peintures sur parchemin et sa reliure d'ivoire, d'or et de pierres précieuses, ce manuscrit compte parmi les plus luxueux et affinés de ce que l'on appelle la Renaissance carolingienne. Le renouveau qui s'est produit dès la fin du 8e siècle touche tous les domaines, et tout particulièrement l'enluminure et les arts précieux. De grands centres se distinguent dans la production d'œuvres d'art. L'école de la cour de Charlemagne en premier lieu, mais aussi des centres religieux établis dans différentes villes de l'Empire. Le précédent manuscrit a été exécuté à Metz, qui comptait parmi les centres artistiques majeurs de l'Empire carolingien. Il a été exécuté vers le milieu du 9e siècle, alors que la Renaissance était à son apogée. Son contenu et son décor sont emblématiques de la fusion harmonieuse qui s'est produite à cette époque entre un héritage gréco-romain et paléo-chrétien et un certain nombre d'innovations formelles et iconographiques introduites à partir du règne de Charlemagne. Cet évangile présente toutes les caractéristiques des manuscrits d'apparat carolingiens, produits à l'initiative d'une clientèle aristocratique pour un usage liturgique. La production de ce livre d'évangile est très importante à l'époque carolingienne. Elle a été stimulée par la réforme religieuse initiée par Pépin le Bref et développée par Charlemagne et ses successeurs. Les efforts des souverains portent avant tout sur la christianisation de la population et la réorganisation des structures de l'Église qui sont placées sous le contrôle de l'État. On nomme des membres de l'aristocratie à la tête des grands établissements religieux. Un autre aspect majeur de la réforme concerne la romanisation de la liturgie afin d'uniformiser les pratiques sur l'ensemble du territoire et aussi de renforcer les liens avec la papauté. Cette romanisation passe notamment par la révision du texte biblique d'après la Vulgate de Saint Jérôme et la confection de nouveaux livres liturgiques comme le sacramentaire et le psautier d'après des modèles romains. Le cas des évangiles de Dogon est à cet égard exemplaire. Sa structure est normalisée avec les textes des 4 évangiles qui sont encadrés au début par des préfaces et des tables de canon que nous voyons ici et tout à la fin par un texte qu'on appelle le Capitulae Evangelium. Les tables des canons ont été établies au IIIe siècle par un père de l'Église, Eudèbe de Césarie. Elles indiquent la correspondance entre les différents passages des évangiles. Quant au texte que l'on appelle le Capitulae et que vous avez sous les yeux, il donne la liste des extraits des évangiles dans l'ordre de l'année liturgique. C'est une annexe très importante qui permettait aux célébrants de retrouver facilement les lectures de la messe. Ici, la liste suit l'usage romain le plus récent. Cela s'explique aisément puisque la cathédrale de Metz, où le manuscrit a été produit, était une plaque tournante de la réforme liturgique carolingienne. Metz, comme l'a appelé Jannick Durand, était le berceau de la dynastie carolingienne et au cœur de la stratégie politique des souverains. Sous Pépin, la cathédrale a été l'une des premières à adopter le rite romain, tandis que le siège épiscopal était occupé par des prélats proches du trône. Le commanditaire de l'ouvrage, Dogon, est justement l'un de ces prélats proches du trône. Nous sommes assez bien documentés sur sa vie. Ce personnage est né vers 801-802, c'était le fils légitime de Charlemagne. Sa mère, Régina, était une concubine du souverain. C'est ainsi que Dogon a été élevé et éduqué à la cour d'Aix-la-Chapelle, et après la mort de Charlemagne, il est resté auprès de son frère Louis le Pieux. En 823, après avoir reçu la prêtride, Dogon devient évêque de Metz, qu'il gouverne pendant 32 ans. La fidélité que Dogon voit l'Empire à Louis le Pieux lui vaut la charge la plus prestigieuse de l'Empire, celle d'archi-chapelain. Et en 844, il accompagne le jeune Louis II à Rome, et à cette occasion, il est nommé vicaire du pape pour l'ensemble du royaume des Francs. Cette primauté de Dogon parmi les évêques cisalpins n'est pas évidemment acceptée sans difficulté par les membres de l'Église des Francs, et cela engendre une série de différends. En 855, Dogon meurt subitement des suites d'un accident.
L'éducation que Dogon a reçue à la cour et les impulsions qu'il y a trouvées firent de cet évêque l'un des plus grands mécènes de la carologie. Aucune des œuvres architecturales dont il fut le commanditaire à Metz, et en premier lieu la cathédrale, n'a survécu. Mais on a conservé un exceptionnel groupe de manuscrits enluminés et d'ivoire sculptés réalisés pour Dogon, dont le sacramental que nous avons vu tout à l'heure et 2 livres d'évangile, dont le présent manuscrit. Après son exécution, le manuscrit a fait partie du trésor de la cathédrale de Metz, en côté de reliquaires et d'objets de culte qui partageaient tous une caractéristique, celle d'avoir une valeur sacrée. Sa présence dans le trésor est signalée dans plusieurs inventaires de l'époque moderne. À la Révolution, le manuscrit a été confisqué avec les biens du clergé et déposé à la bibliothèque de l'école centrale de la ville. Ensuite, il a été à nouveau confisqué, mais cette fois par Napoléon en 1802. Napoléon avait en effet chargé un bénédictin de Saint-Arnoul de Metz, qui était aussi le bibliothécaire, et qui s'appelait Don Montgéard, de rechercher les livres et les manuscrits les plus intéressants dans les provinces de l'Est, de la France et du Rhin. Donc c'est ainsi que Don Montgéard a fait entrer de 1801 à 1806 un peu plus de 800 volumes à la Bibliothèque nationale. Le 17 novembre 1802, les évangiles de Dogon sont donc expédiés à la Bibliothèque nationale avec une caisse contenant les manuscrits les plus précieux de Metz. Et il y arrive l'année suivante. Les manuscrits commandités par Dogon appartiennent à un groupe d'œuvres qui offre un témoignage exemplaire sur l'activité artistique de l'une des écoles épiscopales les plus importantes. Celle-ci excellait dans le domaine de l'enluminure et de la sculpture sur ivoire. Le fait que le manuscrit ait été commandé par un mécène tel que Dogon et ait été destiné au trésor de la cathédrale dont Dogon était le chef spirituel justifie le soin avec lequel le texte a été transcrit, ainsi que le luxe des matériaux qui ont été employés. Le texte a été copié dans une élégante minuscule caroline, la nouvelle écriture mise au point sous Charlemagne à partir de divers modèles remontant à l'Antiquité et au Haut Moyen-Âge. À travers cette écriture, qui s'est rapidement imposée dans les différentes parties de l'Empire, il s'agissait de normaliser les pratiques de l'écrit et d'unifier les populations sous le signe de la culture chrétienne. Dans le manuscrit liturgique, la minuscule est calligraphiée de manière très soignée. Ici, comme vous le voyez, elle se distingue par son module large et arrondi qui s'est tracé à l'encre brune. L'emploi de l'or est réservé au titre et une partie importante du texte. Dans le même souci de hiérarchie, les titres et les parties importantes ont été par ailleurs transcrits dans différentes écritures calligraphiques et étaient de l'Antiquité, à savoir la capitale que l'on voit ici, également une autre écriture qui s'appelle la capitale rustique que l'on peut voir sur la page de droite, ainsi qu'une troisième écriture qui est l'onciale, et qui pouvait parfois être employée exclusivement pour copier les livres d'évangile à l'époque carolingienne. Un décor d'un raffinement remarquable est placé en principale articulation du texte des évangiles. Il se compose de différentes catégories d'initiales, des initiales ornées, figurées et historiées, ainsi que d'arcades richement ornées pour les tables du canon. Ce décor se distingue d'emblée par un style pictural vif et envolé, ainsi qu'une palette claire et lumineuse. Ainsi, sur cette double page, on peut voir les 2 couleurs caractéristiques du manuscrit qui sont le vert d'eau et en rose légèrement orangé. Ces 2 couleurs prédominent aux côtés de l'or employé en abondance. On notera aussi l'emploi d'un vocabulaire ornemental antiquidant et la finesse et l'animation des silhouettes petites et menues dans les initiales. Toutes ces caractéristiques se retrouvent dans le sacramentaire de Dogon que nous pouvons voir à gauche de l'écran. Ces caractéristiques communes permettent d'attribuer les 2 manuscrits au même artiste et de situer l'exécution des évangiles en même temps que celle du sacramentaire qui est pour sa part datée vers 845.
Si le décor des évangiles est moins abondant que celui du sacramental, il n'en est pas moins exceptionnel par bien des aspects. Sur le plan stylistique, la manière picturale et le vocabulaire antiquidant se rattachent à une influence hellénique introduite au début du IXe siècle à la cour de Charlemagne, qui était installée à Aix-la-Chapelle, par le biais des célèbres évangiles du couronnement de Vienne que vous pouvez voir à gauche de l'écran. Et Metz a été l'une des principales héritières de cette influence hellénique qui a été introduite à la cour de Charlemagne. C'est ainsi que dans l'architecture des tables des canons des évangiles de Dogon, l'influence hellénique est particulièrement frappante. L'artiste, qui semble avoir de solides connaissances des différents types architecturaux, s'est efforcé de varier autant que possible la structure des tables, par un jeu subtil de formes et de couleurs, tout en respectant scrupuleusement un mode de construction symétrique pour les doubles pages. Chaque double page forme un diptyque, comme on le voit très bien ici, et on y trouve une grande variété de types architecturaux grecs, des arcades cintrées ou triangulaires, des chapiteaux doriques, ioniques ou corinthiens, des fûts de colonnes, monolithes ou bien tambours superposés, et ces fûts de colonnes peuvent être tantôt lisses, tantôt cannelés, même pour certains marbrés, comme dans l'Antiquité. Dans les frontons, en haut, nous voyons des atlantes et des cartouches avec le numéro du canon. Quant aux chapiteaux et au sommet des frontons, ils sont habités par les symboles des évangélistes, qui rappellent l'unité des évangiles. Mais surtout, ce qui fait la principale originalité de ce décor, c'est l'abondante végétation naturaliste qui enhausse l'architecture des tables du canon. On trouve bien évidemment des antécédents de ce style naturaliste dans les manuscrits antérieurs de la cour de Charlemagne et des manuscrits de l'école de Reims. Mais d'ici, la végétation présente un aspect bien particulier. Elle est formée d'un rinceau fleuronné, de gerbes de feuillage ou encore de rubans festonnés, tantôt dorés, tantôt vert pâle. Cette végétation confère une remarquable animation à l'ensemble, en même temps qu'elle appelle la vitalité de la création. Discrète, dans les premières pages, cette végétation devient de plus en plus présente au fil des pages des tables des canons. Le point d'orgue de cette végétalité se situe dans les 3 derniers diptyques, où les frontons sont couronnés par des gerbes de végétaux. L'ornement végétal s'impose au détriment d'autres éléments du décor. Ainsi, les symboles des évangélistes qui disparaissent dans les 2 derniers diptyques et le fronton dans le tout dernier diptyque. Au centre de ce dernier diptyque, on a une figure hybride, un atlante, qui porte à bout de bras l'entablement composé du cartouche et du massif végétal. De part et d'autre de cette atlante, on voit 2 colonnettes qui sont enveloppées de végétaux, depuis le sommet jusqu'à la base. La puissance générative qui se dégage de cette croissance organique du végétal, le mouvement ascendant qui se perd vers le haut et l'imbrication étroite de l'humain et du végétal évoquent aussi bien le paradis que l'ascension céleste. Cette observation rejoint une description qu'a donnée le moine Théophile au XIIe siècle de l'ornatus végétal d'une église. S'adressant aux disciples qui a décoré cette église, Théophile souligne que le décor végétal donne corps à l'apparence sensible du paradis. Je le cite ici. Entrant dans la maison de Dieu avec confiance, tu l'as décoré avec magnificence, et en parant les plafonds ou les parois d'œuvre et de couleurs diverses. Tu as rendu visible d'une certaine manière au spectateur l'aspect même du paradis de Dieu, se couvrant de fleurs variées, verdoyant d'herbes et de feuilles. Cette végétalité, qui est l'une des marques de fabrique de l'artiste, envahit également les initiales du manuscrit. La structure de ces initiales se présente toujours de la même manière. Le cadre est coloré de vert pâle ou de pourpre et entrelacé d'élégantes spirales de rinceaux dorés d'où jaillissent des fleurons. Certaines initiales peuvent être en outre agrémentées de compartiments garnis de palmettes
et de un sceau, ainsi que plus rarement, on peut avoir des motifs abstraits qui donnent un aspect orfévré à l'ensemble. Une autre particularité remarquable des initiales est que certaines accueillent des figures ou bien des scènes historiées. Plutôt que de proposer des compositions narratives qui se déploient sur la surface de la page, l'artiste a privilégié le cadre des initiales pour représenter les symboles des évangélistes en tête de chaque évangile et, au fil de la narration, les principaux épisodes de la naissance et de l'enfance du Christ. Cette formule d'illustration que l'initiale est figurée était déjà apparue de manière sporadique dans quelques manuscrits antérieurs de l'époque de Charlemagne, comme le Sacramental de Gélone que nous verrons plus tard, le Psautier de Corbie ou encore les évangiles de Saint-Médard de Soissons. Cette formule permet au texte et à l'image d'être étroitement imbriqués. Ici, elle est systématisée, comme dans le Sacramental de Dogon, qui comporte pour sa part un cycle d'initiales historiées bien plus développé. Ces initiales de l'évangile sont originales à bien des égards. En premier lieu, plutôt que de représenter de manière conventionnelle en tête de chaque évangile, les évangélistes, au travail, en train de copier le texte, l'artiste a privilégié les symboles évangéliques, les quatre vivants, qu'il a inscrits dans le corps de l'initiale introduisant chaque récit. Vous venez de voir l'ange de Saint Matthieu dans l'initiale L. Voici maintenant le lion de Saint Marc dans l'initiale I. Ensuite, nous avons le bœuf de Saint Luc dans la panse du Q, que vous avez sous les yeux. Enfin, nous avons l'aigle de Saint Jean dans le I de In Principio Erat Verbum. À propos des symboles, nous rappellerons que les quatre vivants sont évoqués dans la vision d'Ézéchiel, puis dans l'Apocalypse de Jean, et qu'ils sont pour la première fois assimilés aux quatre évangiles par Irénée de Lyon au IIe siècle. Irénée met en relation ces vivants avec la quadruple forme de l'évangile, dont chaque commencement apporte un aspect de l'activité du Fils de Dieu. Ce n'est que plus tard, avec saint Ambroise et saint Jérôme, que s'impose l'identification ange, Matthieu, lion, Marc, taureau, Luc et aigle, Jean. Dans l'une des préfaces qui est justement placée en tête des évangiles de Dogon, saint Jérôme justifie cette assimilation par le fait qu'il existe une relation entre le commencement de chacun des évangiles et les quatre vivants d'Ézéchiel. L'homme fait référence à la généalogie évoquée par saint Matthieu au début de son évangile, le lion à la voix qui crie dans le désert de saint Marc, le taureau au prêtre sacrificateur Zacharie chez Luc et l'aigle au Verbe de Dieu à l'origine de tout chez Jean. Ces figures représentent aussi chacun des aspects centraux de la vie de Jésus. L'homme pour la naissance et l'incarnation, le lion pour la tentation dans le désert, le taureau pour la mort et l'aigle pour l'ascension de Jésus. À l'époque carologienne, les exégètes reprennent cette identification vivant évangéliste en insistant sur le lien qui existe entre les symboles évangéliques et l'Ancien Testament et la concordance typologique qui en découle. Par leur ancrage dans l'Ancien Testament et par leur qualité particulière, les quatre vivants incarnent l'unité des Écritures, l'Ancienne Loi et la Nouvelle Loi. De fait, ils occupent à l'époque carologienne une place majeure dans l'exégèse textuelle et visuelle. Cette importance qui leur est accordée transparaît clairement dans les évangiles de Dogon, où les symboles évangéliques sont figurés, on l'a vu, dans les chapiteaux des tables des canons, puis dans les initiales qui ouvrent chacun des évangiles. Ce choix de représenter les symboles plutôt que les évangélistes eux-mêmes, en tête des évangiles, n'a guère d'équivalent dans l'art, si ce n'est dans l'enluminure en Irlande et en Angleterre. Là, les symboles sont réunis au sein de pages tapis, comme dans le livre de Calice. Ou bien ils peuvent être représentés en pleine page, en tête de chaque évangile, comme dans les évangiles de Doro ou de Steinhardt. Cette tradition iconographique apparaît également de manière sporadique sur le continent à la fin du 8e siècle dans le Sacramental de Gélone.
Si nous revenons maintenant à présent au évangile de Dogon, un autre détail iconographique qui mérite d'être souligné est l'accent qui est mis au sein du cycle sur la figure de l'aigle de Saint Jean. Des trois animaux, Saint Jean est le seul à être nimbé, comme l'ange de Saint Matthieu, qui, je le rappelle, n'est pas un animal. Par ailleurs, l'aigle tient dans ses serres un serpent. Cette iconographie particulière, qui envoie à l'éternel combat du bien et du mal, est attestée dans l'art romain et paléo-chrétien, comme avec les monnaies gauloises des Canutes et la mosaïque d'Istanbul. Mais elle n'est pas attestée dans l'art carolingien. Si elle témoigne de la culture antique de l'artiste, cette iconographie n'a certainement pas été utilisée ici dans le seul but de revivifier l'influence antique. Elle est surtout une façon de rappeler que l'aigle est le symbole du Christ, qui par ce sacrifice a vaincu le mal. Dans l'art carolingien, il est fréquent de voir le serpent au pied de la croix, comme dans le sacramentaire de Dogon à gauche ou le livre de prière de Charles le Chauve à droite. Cette image de l'aigle avec le serpent est aussi un moyen d'insister sur le statut particulier de Saint Jean par rapport aux autres évangélistes, en sa qualité de témoin de la révélation. Cette qualité quasi divine lui a toujours valu dans l'exégèse comme dans l'art une place prédominante. Revenons à présent au manuscrit et à un plan plus formel. Il convient de souligner que cette manière d'inscrire l'image dans l'initiale est profondément originale et ingénieuse. Les historiens de l'art ont qualifié cette illustration d'initiale figurée. C'est une formule visuelle qui se rattache à une tradition figurative initiée vers la fin du 8e siècle dans le sacramentaire de Jalonne que nous avons déjà vu, ainsi que dans le psautier de Corbie. Mais dans les évangiles, cette formule est sans équivalent dans la médiévale. On remarquera la virtuosité avec laquelle l'artiste love les figures dans la structure de la lettre. Ainsi dans le cul, où le bœuf épouse admirablement les formes arrondies de la panse du cul, et aussi l'élégance avec laquelle il fait jaillir la végétation des figures. À côté de ces initiales figurées qui mettent l'accent sur les vivants comme auteurs des évangiles, nous avons 4 autres petites initiales qui sont disséminées au fil du récit évangélique. Ces initiales accueillent des scènes narratives relatives à la naissance et à l'enfance du Christ. Leur format extrêmement réduit n'a pas empêché l'artiste d'y insérer plusieurs protagonistes et parfois même 2 épisodes bibliques différents. Ce tour de force est à la fois spectaculaire et exemplaire de la manière dont les enlumineurs savaient tirer parti de l'espace qui s'était dévolu pour y inscrire des compositions très élaborées. Dans ces initiales historiées, nous avons ainsi représenté successivement la Vierge et l'Annonciation ici. Ensuite, nous avons la Nativité sur la page suivante, toujours dans une initiale C. Ensuite, nous allons avoir la naissance de Saint Jean-Baptiste dans l'initiale H, où on a 2 niveaux de narration. Enfin, sur la page suivante, nous allons voir la Vierge et Saint Joseph à Bethléem, dans l'initiale F. Ces initiales illustrent les récits de Saint Matthieu et de Saint Luc, tandis que ceux de Saint Marc et de Saint Jean n'ont reçu aucune illustration. Cela s'explique dans la mesure où l'artiste a voulu mettre l'accent sur les épisodes de l'enfance du Christ, qui sont racontés seulement par les évangélistes Matthieu et Luc. Le programme iconographiste insiste ainsi sur l'incarnation du Christ, dont les évangélistes sont le symbole, dans la mesure où ils racontent tous une seule et même histoire, la manière dont le Verbe s'est fait chair, pour citer Saint Jean. À l'époque carolingienne, l'incarnation gouvernait la chronologie, le calendrier et l'iconographie. Les dates étaient indiquées par rapport à l'année de la naissance du Christ. C'est aussi à ce moment-là que la narration des principaux épisodes de la vie du Christ a commencé à se développer sur la plupart des supports artistiques. Ce n'est donc pas étonnant de trouver de tels sujets traités dans l'illustration des évangiles de Dogon, et aussi dans sa haut lieu, comme on va le voir dans un instant. Cependant, ce qui fait toute la nouveauté de cette illustration, c'est que l'on ne trouve guère d'équivalent formel de telles initiales dans les autres évangiles illustrés.
Dans l'évangile de Saint Médard de Soissons, exécuté à la cour de Charlemagne, nous voyons des épisodes liés à l'avènement du Christ, mais ils se présentent sous la forme de petites scènes qui sont logées dans l'encadrement de la page d'incipit, et non dans les initiales. Cette formule visuelle, qui est celle des évangiles de Drogon, a ainsi joué un rôle précurseur à l'époque carolingienne, avant d'être largement adopté à l'époque romane pour l'illustration des manuscrits. En conclusion, je voudrais dire que les évangiles de Drogon sont un ouvrage d'une très grande importance pour l'histoire de l'Ancien Milieu. Mais pas seulement. Il s'agit aussi de l'un de ces manuscrits qui ont conservé la décoration originale de la Haut Lieu. Je vais maintenant passer la parole à Florian Monnier qui va nous parler en détail de la Haut Lieu. L'ivoire est un matériau précieux depuis l'Antiquité, venu d'Afrique par la Méditerranée. La composition que vous avez sous les yeux est composée de 5 parties. Une plaque centrale, en plus fort relief, et 4 autres formant la bordure. Ce schéma classique s'est imposé depuis l'Antiquité pour obtenir le format d'un livre ou d'un grand support. On le retrouve en Occident à Milan et en Orient, dans l'ivoire Barberini du Louvre, fait à Constantinople. Elle permet à chaque fois d'utiliser la largeur ou le volume maximal d'une défense d'éléphant au centre et de l'agrandir par d'autres plaques pour obtenir les dimensions voulues. La particularité du travail des évangiles de Drogon, pour ce qui est de l'ivoire, réside dans le fait que les plaques sont ajourées, ce qui donne le fond sombre aujourd'hui, à cause d'un tissu rouge placé derrière l'ivoire, devait être à l'origine garni en métal réfléchissant, par exemple une plaque dorée, qui contrastait avec le blanc de l'ivoire. Au moment de sa création, pour Drogon, le livre possédait 6 scènes de la vie et de la passion du Christ, réparties sur 2 plats de reliure en ivoire, qui ont plus tard été séparés, en restant au sein du trésor de la cathédrale de Metz. Celui que nous avons aujourd'hui sous les yeux, à droite de l'écran, est resté sur les évangiles de Drogon, tandis que le deuxième a été fixé sur un autre manuscrit carolingien de la cathédrale de Metz, conservé à la Bibliothèque nationale de France, sous la cote, manuscrit latin 9393, ici en photographie à gauche. Je vous propose de regarder maintenant les sujets représentés. Chaque plaque centrale est sculptée de 3 registres, qu'on lit comme une page, de haut en bas. Sur la reliure représentée sur la photographie à gauche, on peut voir en haut l'Annonciation, au milieu l'adoration des rois mages, en bas le massacre des innocents, particulièrement violent, avec 2 enfants martyrisés, représentés lancés en l'air, les bras en croix. Sur les évangiles de Drogon, ici présents, donc à droite de l'écran, grâce à la caméra qui se trouve au-dessus, on trouve en haut le baiser de Judas, puis l'arrestation du Christ. Ensuite, au registre médian, nous avons également 2 scènes. Une scène d'extérieur à gauche, donc le reniement de Saint-Pierre, qui est accusé par une servante, ici, l'index pointé vers lui. L'indice de cette scène est le coq qui se situe ici, en haut à gauche. Ici. Et donc ici, nous étions à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'édifice, nous avons le Christ ici, qui comparaît devant Pilate. Enfin, en bas, la crucifixion, avec sur les côtés les larrons crucifiés sur des arbres fourchus. Le bon larron, qui se situe à la droite du Christ, c'est-à-dire pour nous à notre gauche, rappelle par l'orientation de ses bras le massacre des innocents qu'on a vu tout à l'heure à gauche, sur la partie gauche de l'écran. Au centre, entourant la crucifixion, la Vierge, Saint Jean, et en bas, Saint Longin avec sa lance, et le porte-éponge Stéphaton. L'art de la Renaissance carolingienne peut être étudié sur les 3 premières générations d'empereurs. L'époque de Charlemagne, vers 790-800, la génération de ses enfants, avec Drogon et la première école de Metz ensuite,
qui culmine sans doute un peu avant 850, date attribuée à l'œuvre que vous avez sous les yeux. Et enfin, la troisième génération, celle des petits-fils de Charlemagne et donc neveux de Drogon, qui comprend en particulier les artistes de la seconde école de Metz, vers 870, correspondant à la fin des règnes de Lothaire et de Charles le Chauve. Les artistes des deux premières générations ont puisé dans l'Antiquité pour recréer un grand art de l'ivoire. Si l'on se penche sur les origines de la Renaissance carolingienne, on peut rappeler à quel point ce mouvement intellectuel a constitué une révolution artistique. Il faut se représenter qu'avant Charlemagne, les figurations animales et humaines étaient rares et très stylisées, comme vous avez pu l'apercevoir dans les manuscrits, qui étaient présentés en comparaison tout à l'heure. Le Louvre conserve et expose l'un des tout premiers et plus anciens témoins du retour à l'Antiquité de l'art d'Occident. Il s'agit des ivoires de la reliure du psautier de Dagulph, donc avant 795, qui donc était fixé sur un livre de petit format, plus étroit même que le format de poche actuel. Vous pourrez en voir ou revoir l'original dans le parcours des reliures précieuses proposé par le département des objets d'art, dont vous pourrez le revoir à partir de demain, le temps que nous rouvrions les salles au public, donc jeudi. Et ainsi, donc, vous pourrez comparer cette œuvre fondatrice de la Renaissance carolingienne à la perfection atteinte par la suite par l'école de Metz sous Drogon. Alors, si on le regarde parmi les ivoires de la fin de l'Antiquité chrétienne qui sont conservés, on peut imaginer quel genre de modèle a pu servir à la première génération sous Charlemagne, puis à la seconde génération, à l'époque de Drogon. Alors, voyons ces deux étapes. Ici, à gauche, un ivoire du département des objets d'art de la fin de l'Antiquité romaine chrétienne, montrant le miracle où le Christ ordonne au paralytique qu'il a guéri de marcher. On retrouve les proportions relativement courtes des personnages, les têtes assez rondes, sans barbe, et l'importance donnée aux gestes des personnages, dont les pieds sont par ailleurs fermement appuyés sur le sol, ou bien, pour le roi David de la Renaissance carolingienne à droite, assis frontalement dans une forte impression de stabilité. Si l'on passe maintenant à la deuxième génération, au nouvel esprit antique de la première école de Metz sous Drogon vers 850, on observe, par rapport à l'époque de Charlemagne, que nous venons de quitter, que la génération des artistes qui ont travaillé à l'époque de Drogon a franchi un cap. Comme l'a écrit l'une de nos collègues, ils sont passés de l'imitation à la compréhension de l'art de l'Antiquité. Vous voyez qu'à droite, les évangiles de Drogon montrent la même attention portée aux postures expressives des corps, que l'on peut comparer au même ivoire des miracles du Christ. Ou bien, si l'on compare à un autre ivoire des objets d'art du Louvre, toujours antique du début du Ve siècle, qui a un relief plus sculptural, on voit bien quels modèles ont pu servir aux artistes. Ici, les modèles des drapés transversaux, donc vous voyez, qui barrent le corps des personnages, ici par exemple du Christ, ici et ici, donc qui montrent bien la compréhension des figures de l'Antiquité. Donc ces modèles de drapés transversaux devaient sans doute être conservés sous les Carolingiens dans les trésors des églises ou bien sur des reliures des livres des monastères et cathédrales. Ces drapés antiquisants confèrent une majesté aux silhouettes des deux registres supérieurs et médians des évangiles de Drogon. La vigueur du style de l'ivoirier est ici renforcée par le caractère volontairement rugueux de l'ensemble, comme si l'artiste avait voulu renforcer l'expression de ses coups d'outils. La compréhension de l'art antique classique est non seulement manifeste dans les figures, mais aussi se remarque dans les bordures. Elles sont parmi les plus belles de l'art de l'ivoire du Moyen-Âge. Les végétaux sont organisés par l'artiste en rinceaux floraux qui ondulent en passant de l'intérieur à l'extérieur, vous voyez ici, selon ce mouvement, et en s'enroulant avec un naturalisme exceptionnel. Le volume des fleurs et leur forme, bien que moindre que celui des figures des personnages, sont très subtils. Pourtant, on voit une alternance rigoureuse. Si je tourne
le manuscrit, vous pourrez constater la symétrie donc, avec laquelle l'artiste les a composés. Donc vous voyez que vous avez donc une fleur au centre, puis ensuite les motifs se retrouvent symétriquement 2 à 2. Les 2 ivoires des évangiles de Drogon sont parmi l'une des très rares œuvres de la première école de Metz. Son importance est primordiale pour comprendre maintenant l'abondante production d'ivoire qui s'observe à l'époque suivante, celle de la 3e génération, que l'on appelle la seconde école de Metz, vers 870. Il s'agit d'un style commun à l'ensemble de la Lotharingie, c'est-à-dire la Lorraine, les Pays-Bas, l'ouest du Rhin, et que l'on retrouvait dans d'autres reliures du trésor de la cathédrale de Metz. Dans cet art bien reconnaissable, que vous voyez ici, les personnages sont tous figurés de façon semblable, avec des visages aux traits simplifiés, à la mâchoire carrée. La grande lisibilité de ce style, sa force narrative aussi, sont bien représentés par le coffret admirablement conservé, visible dans l'une des vitrines du département des objets d'art, que vous voyez ici, dans ce petit film, avec des scènes de l'Annonciation, de la Nativité, de l'enfance du Christ, montrant notamment les 3 rois mages, reconnaissables à leurs chapeaux orientaux. C'est donc davantage l'équilibre et la ligne régulière formée par la succession des têtes rondes de la première école de Metz de Drogon qui a été conservée par la seconde école de Metz, qui l'a donc davantage simplifiée. À partir de cette dernière étape, vers 870, la ville épiscopale de Metz semble conserver un foyer artistique encore actif autour de l'an 1000 et sans doute jusque vers 1030. C'est en ce début du XIe siècle qu'a été réalisée la bordure d'orfèvrerie. Alors, dans cette bordure, qui vient donc à l'extérieur des ivoires, vous voyez que nous avons différentes pierres précieuses et de perles qui n'ont pas fait l'objet d'analyse, mais qui sont identifiables par leur couleur. Donc, vous voyez les saphirs bleus, les émeraudes vertes, les rubis rouges et les perles blanches. Le remploi, ou la thésaurisation des pierres au sein des trésors d'église, ainsi que des perles, se voit dans un détail visible au travers d'un saphir transparent, que vous avez ici en bas. On y distingue le canal central, vous le distinguez ici. Donc il s'agit en fait d'un orifice qui est à l'intérieur de la pierre et qui est l'indice sans doute du fait qu'un fil ou une tige passait à travers cette pierre pour constituer un collier et un bijou. Et c'est ensuite, donc ici à l'époque ottonienne, que ces bijoux ont été offerts définitivement pour constituer cette reliure d'orfèvrerie. Alors on revoit de plus près, grâce à la caméra située au-dessus du livre, les différentes pierres. Donc vous avez vu un saphir, puis maintenant un rubis. Donc nous sommes ici à ce niveau une émeraude, puis nous continuons vers le haut du livre, avec à nouveau un saphir, des perles bien sûr, par deux entre chaque pierre, à nouveau une émeraude, un rubis. Quant aux perles, on voit, grâce maintenant à la vue latérale, qui est permise par la caméra qui se trouve devant moi, qu'elles avaient été percées pour être enfilées sans doute sur un collier avant d'être offertes pour être montées sur cette reliure. En effet, vous voyez ici, vous voyez celle qui se trouve sous mon bâton, voilà, ici. Donc vous voyez qu'en fait, elle est percée d'un trou, et on le voit parce que la monture d'orfèvrerie, en fait, s'est servie de ce trou pour s'enfoncer à l'intérieur. Donc voici un des indices également du remploi de ces perles blanches. Les filigranes sont ces fils recourbés qui ornent la surface de la reliure. Cette technique, utilisée durant l'Antiquité et tout le Moyen-Âge, montre ici des enroulements typiques de l'époque ottonienne. Donc les filigranes, en fait, décorent l'ensemble des surfaces de presque tout ce que l'on voit, et notamment des disques qui entourent les pierres. Donc, comme les montures en batte à feuillage rabattu, les filigranes sont donc visibles sur une autre œuvre du Louvre,
de la même époque, la boîte reliure du trésor de Maastricht, que vous pourrez également retrouver à partir de demain dans les salles médiévales des objets d'art du Louvre et que vous voyez donc ici à gauche en détail. Passons maintenant à l'un des détails particuliers de la reliure des évangiles de Drogon. Ce sont les cônes ou pommes de pin que vous avez ici. Vous voyez donc ici de profil, que vous voyez ici de profil, grâce à la caméra qui se trouve devant moi. Donc à la fois ici et ici. En fait, il s'agit de fils de filigrane enroulés en forme de cône ou de pomme de pin. Ils décorent et animent de leur volume la surface des écoinçons, rendant la composition régulière en alternance avec les perles, tandis que les couleurs variées des pierres, au contraire, la rendaient plus changeante. Alors ce motif en 3 dimensions se trouve sur quelques objets parmi les plus prestigieux du début du XIe siècle en Europe, autour de 1000, 1030, et je voudrais vous montrer que ceux-ci se retrouvent sur des formes très variées. Par exemple, image de comparaison à gauche, le calice de l'infante Urraca, fille du roi Ferdinand Ier de Léon, conservé dans le trésor de Saint-Isidore de Léon, donc au nord de l'Espagne, datant du milieu du XIe siècle. Les cônes de filigrane se retrouvent à la fois sur la partie haute, sur le nœud, et en bas, on voit l'autre motif révélateur dont je vais vous parler maintenant, de cette époque, qui sont les motifs d'arcature, architecturés ici. Alors ces motifs, à la fois les cônes et les motifs d'arcature, se retrouvent sur plusieurs croix du début du XIe siècle du Saint-Empire, donc de l'Empire, c'est-à-dire du futur Saint-Empire romain germanique. Alors on peut en particulier citer comme comparaison la croix dite de Lothaire, d'Aix-la-Chapelle. Donc vous y retrouvez ici sur les côtés des montures des pierres les formes architecturées, que vous avez aussi ici donc, sur les évangiles de Drogon. Et puis sur une autre croix, qui est l'insigne des empereurs du Saint-Empire romain germanique, datable 2024 grâce à une inscription mentionnant l'empereur Conrad le Salique, ici à gauche, photographié de face, donc il s'agit du trésor impérial conservé à Vienne en Autriche. Donc vous retrouvez les mêmes cônes qui sont situés donc, ici, et le même genre de disques dont nous allons voir maintenant le profil, car en effet, donc, ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran, donc sur scène, de profil, ce sont donc les montures des pierres que l'on appelle battes, qui ne sont pas fixées donc directement sur le support, mais donc reposent sur un disque qui lui-même donc est rehaussé par ces petites arcades. Donc comme un présentoir, soit de forme de disque, soit de forme ovale. Alors parfois, on voit aussi que ces disques sont supportés non pas par des arcades, mais aussi par des rinceaux ou des fleurons. Vous voyez l'alternance ici de ces différents profils grâce à la caméra de face. Alors cette alternance est très exceptionnelle et on retrouve donc une tendance semblable dans le profil de la croix du Saint-Empire, donc toujours la même, mais cette fois-ci vue de profil, donc vers 1024, où vous voyez donc là une alternance d'arcades et de fleurons un petit peu moins ajourés. Et puis, si l'on passe à un autre ensemble prestigieux des environs de 1030, à l'est de Metz, le trésor de Mayence, qui a fait l'objet d'une exposition récente à Darmstadt, vous voyez, sur la photographie de comparaison à gauche, que l'on retrouve à la fois les arcatures, qui sont le support de l'ensemble du bijou, ici une fibule, et puis les cônes d'orfèvrerie, je dirais, sur la surface. Avec toujours aussi la même alternance des pierres blanches et des pierres précieuses colorées. Enfin, nous pouvons finir par un motif discret, que vous allez voir grâce à la caméra du dessus, qui compose sur le fond de la bordure d'orfèvrerie des petites croisettes, qui sont donc des croisettes de ruban en métal. Si l'on zoome maintenant, vous allez les voir. En fait, peut-être l'artiste qui a réalisé donc cette œuvre à Metz
au début du XIe siècle, peut-être vers 1000-1030, s'est-il inspiré de ce motif sur d'autres bordures que l'on date de l'époque de Charles le Chauve, ici à gauche, son psautier, dont voici une photographie qui se trouvait également dans le trésor de la cathédrale de Metz. Donc, en fait, vous avez donc ici, en direct, sur les évangiles de Drogon, donc ces motifs, ici, vous voyez, qui se trouvaient déjà à l'intérieur donc du trésor de la cathédrale de Metz, par exemple, ici. Alors, ces exemples montrent la capacité des artistes germaniques à adapter pour un livre liturgique leur art qui pouvait aussi bien s'exprimer et se décliner sur des supports aux formes bien différentes. Merci. Juste un mot pour vous dire que Charlotte et Florian m'ont demandé de refermer avec eux devant vous en quelque sorte le livre de Drogon. Je tiens à les remercier l'un et l'autre très chaleureusement de leur présentation. Remercier aussi les techniciens et la régie grâce auxquels vous avez pu voir ces images. Et je terminerai en revenant curieusement au XIXe siècle, qui n'est pas une obsession pour moi, mais tout de même, aujourd'hui, si vous voulez bien mettre la diapositive, et vous parler d'une exposition qui a lieu tout à côté d'ici, l'exposition Delacroix. En effet, vous voyez ici un tableau qui est à l'exposition, que Delacroix a exécuté avec un certain nombre de petits motifs qu'il a cherchés à droite et à gauche. Et en haut à gauche, en haut à droite, vous y voyez deux détails de deux des reliures précieuses de la Bibliothèque nationale. Et je vous invite, si vous n'y êtes déjà allé, à aller voir à l'exposition Delacroix, car vous reconnaissez, je pense, sans peine, une fois retourné chez lui dans son atelier, Delacroix a manifesté un véritable intérêt pour ces chefs-d'œuvre de la reliure et en particulier celle que nous venons de voir, donc des évangiles de Drogon. J'espère que vous aussi, vous aurez manifesté un certain intérêt pour ces évangiles que vous pourrez donc, comme l'a dit Florian, voir dès demain quand ils seront remis en place dans les vitrines du département. Et nous tenons à vous remercier tous les trois de votre attention.